Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Hitler était devenu chancelier et que par la suite, il a réussi à obtenir les pleins pouvoirs. Et nous allons reprendre là. Le 1er mai, le gouvernement décrète ce jour comme jour du travail national. Et Hitler fera de cette journée un jour férié. Pour l'histoire, tous les syndicats demandaient à ce que cette journée soit fériée. Elle a toujours été refusée. Hitler, dans ses discours, l'avait déjà mentionné comme quoi il allait en faire un jour férié. Et là, il tient sa promesse. Le 1er mai, en Allemagne, c'est un jour férié. Il y aura le rassemblement de plusieurs millions d'ouvriers. Hitler prendra la parole, ainsi que de nombreux dirigeants nazis. Et à cette date, il y a le lancement du programme de construction des autoroutes. Donc cela est fait également pour baisser le chômage. Donc là, c'est le lancement du programme, mais la construction commencera officiellement fin juin, début juillet. Mais nous y reviendrons. Le 2 mai, Hitler fit dissoudre les syndicats et leurs chefs furent arrêtés et envoyés en camp de concentration préventivement. Donc là aussi, pour la petite histoire, si vous suivez mes vidéos, nous avons parlé qu'Hitler mentionne les syndicats dans Mein Kampf au moment où, dans sa jeunesse, il travaillait sur les chantiers. Et il dira beaucoup de mal des syndicats en disant qu'en gros, ils ne servent à rien, que c'est des vendus, que c'est une sorte de petite mafia. Et là aussi, on peut dire que si les personnes ont lu Mein Kampf, ils devaient se douter que les syndicats allaient sauter. Les grands industriels, forcément, sont contents, il n'y a plus de syndicats, mais cela ne veut pas dire que les gros industriels, les patrons peuvent faire n'importe quoi. Le NSDAP va créer par la suite le Front des travailleurs. Le principe est la codétermination et la responsabilité partagée entre la direction et les ouvriers. Le but est que la solidarité dans l'industrie remplace la lutte des classes. Le salaire monte si l'entreprise fait des bénéfices. De plus, il y a des sorties cohésion entre les familles. Donc, les familles des patrons font des pique-niques ou autres avec les familles des ouvriers. De plus, comme dit précédemment, dans les jeunesses hitlériennes également, les enfants de patrons sont dans la jeunesse hitlérienne avec les enfants d'ouvriers. Donc tout cela est mis en place pour casser les différences entre les classes. Pour en revenir au front des travailleurs, si dans l'entreprise il y a un problème, pour régler le problème, 10 personnes vont se réunir dans une pièce. Il y aura 5 représentants de la direction et 5 ouvriers. Ils ne sortiront pas de la pièce tant qu'il n'y a pas d'arrangement de trouver. Donc de la nourriture et des lits seront mis à leur disposition pour qu'ils restent 2, 3, 4, 5 jours, etc. Et si vraiment il n'y a pas d'arrangement, c'est le parti du NSDAP qui s'en occupe. Pour information, toutes les entreprises vont suivre à peu près le même régime. Si une façon dans une entreprise est trouvée bonne, elle est mise à l'essai pendant quelques mois, voire quelques années. Ensuite, une proposition est faite au ministère du Travail pour qu'elle soit étendue par la loi à l'ensemble des industries. Après, forcément, il y aura toujours des entreprises récalcitrantes à suivre une certaine méthode plutôt qu'une autre, mais il est dit que les entreprises récalcitrantes, en voyant que le chiffre d'affaires des autres entreprises augmentera et que les gens seront en gros contents d'aller travailler, l'entreprise récalcitrante par la suite suivra d'elle-même. Pour information, les salaires seront fixes ainsi que les prix de la vie courante. Tout cela pour permettre de vivre de manière agréable.
C'est pour cela qu'également Volkswagen sera créé, les vacances et les hôtels à petit prix, les logements à louer ou à acheter bon marché. Il y aura également une baisse, voire une gratuité des études supérieures, alors que sous la République de Weimar, les coûts étaient très élevés. Et il y aura également les transports pas chers. Exemple, le bus coûte 8 Pfennig le kilomètre, soit une quarantaine de centimes francs. Le train, 1 Pfennig le kilomètre, soit 6 centimes francs. Donc en Allemagne, pour parcourir 100 km, cela revient à un seul Reichsmark, soit 6 francs. Et justement, les Allemands prendront l'habitude de ces petits tarifs pour les transports, et lors des Jeux Olympiques en 1936, les Allemands vont râler car la Société des Transports va monter les prix. Une quinzaine de kilomètres reviendra à une dizaine de marks. Donc une sacrée grosse différence, mais le parti va mettre son nez dedans et la Société des Transports rebaissera les prix des billets. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a un sacré changement en Allemagne et les gens le verront assez rapidement. Entre une société où il y a de l'inflation, où vous êtes dans la misère, où vous ne pouvez rien faire, quasiment rien manger, les gens vont basculer dans un autre extrême. Tout leur sera ouvert, les grandes études, la nourriture, les gens pourront acheter un peu ce qu'ils veulent, vivre comme s'ils étaient riches, parce que tout sera mis à leur disposition. Voiture pas chère, transport pas cher, hôtel pas cher, etc. Il faut dire que l'un des programmes allemands pour faire monter l'économie, c'est le tourisme. Le fait de faire les transports pas chers, les gens vont commencer à voyager dans toute l'Allemagne, ce qui va créer des emplois et faire augmenter l'économie du pays. Et pour information, l'Allemagne nazie va s'ouvrir au monde. 777 millions de Reichsmark sont alloués à la propagande extérieure du Reich, dont 28 millions pour le secteur du tourisme. Les nazis diront eux-mêmes que la République de Weimar était une république qui fermait le pays pour que les autres pays européens ne puissent pas s'apercevoir de la pauvreté en Allemagne, alors que sous le régime nazi, le pays sera ouvert et beaucoup de gens pourront venir visiter l'Allemagne. Ce sera aussi une manière aux nazis de faire montrer « Regardez, vous nous avez rabaissés, nous étions genoux à terre et maintenant nous sommes debout ». De plus, petite précision, ce ne sera pas comme vous le voyez dans les films où il y a des barrages de police partout et vous avez l'impression que les gens ne peuvent rien faire. Ça, c'est Hollywood. Dans la réalité, les gens pourront aller où ils veulent en Allemagne. Il y aura même une histoire comme quoi un journaliste sera arrêté pour espionnage parce qu'il aura photographié des avions. Il publiera ses photos dans le journal et c'est par la suite que les Allemands iront l'arrêter pour l'accuser d'espionnage. Vous l'avez deviné, le mec ce n'est pas un espion, c'est un journaliste. Les Allemands le savent bien aussi, mais ce sera plus pour faire peur aux autres prétendus journalistes, pour pas qu'ils ne fassent non plus n'importe quoi. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller photographier une base aérienne. Cela est strictement interdit, en Allemagne aussi, mais comme le pays est ouvert, il faut croire que ce journaliste pensait qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi. Pour en revenir aux syndicats, c'est Robert Lee qui prendra l'argent des syndicats. Donc beaucoup de gens diront que en gros, il s'est mis l'argent dans la poche. Mais il faut savoir que l'argent des syndicats a été remis au front des travailleurs. Le 3 mai, l'Industrial Group reçoit les pleins pouvoirs pour réorganiser le secteur industriel dans l'esprit souhaité par le gouvernement de concentration nationale. Là aussi, petite précision, tout ce qui est industrie ou petit commerce, etc., ou tout travaux, ce sera exclusivement allemand.
et allemand de la région ou de la ville en question. Par exemple, vous devez refaire des logements dans votre ville, il n'y aura pas d'appel d'offres. Les prix sont bloqués, tout le monde sera payé pareil, mais la ville doit faire appel aux personnes de la ville, peintres en bâtiment, électriciens, etc. Donc la ville fait appel à ses ouvriers. S'il manque de main-d'œuvre, ils font les recherches dans les villes d'à côté ou la région. Le seul moment où les Allemands prendront de la main-d'œuvre étrangère, ce sera pour les travaux dont les Allemands n'ont pas la compétence, comme par exemple des maçons de haute altitude pour construire des logements sur des montagnes en hauteur, etc. Là, les Allemands feront appel à des Italiens parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Mais dès qu'il y a le savoir-faire allemand, l'ordre sera de prendre les Allemands. Le 5 mai, ou dirais-je plutôt début mai, parce que les dates diffèrent à quelques jours près, création de l'aide nationale socialiste à la communauté raciale populaire, pour information dirigée par Erich Ilgenfeld. Donc cette organisation nazie absorbera toutes les organisations de bienfaisance et cela représentera 1 million de bénévoles chargés de développer le potentiel productif et solidatique du peuple allemand en incitant chacun à faire don de son corps à la nation. Hygiène de vie très stricte, sport, lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, médecine préventive, etc. Un autre programme justement des nazis, c'est de faire que le peuple aide le peuple et que l'Allemand soit fier d'aider son prochain. En gros, le but c'est regarder, l'Allemagne s'est relevée, les gens sont bien et c'est grâce à vous. Donc tout est fait pour la fierté du peuple allemand. Également, début mai, dissolution de la Ligue de combat pour la défense du petit et moyen commerce, dont les débordements antisémites incontrôlés sont contraires à la ligne politique fixée par Hitler. Vu dans les vidéos précédentes, les SA rentrent dans les magasins et font n'importe quoi, ils sont en roue libre. Le parti leur dit de ne pas le faire et finalement, ils arrêtent mais continuent à déranger les commerces juifs. Le 5 mai, l'internationale communiste estime que l'expérience du fascisme en Allemagne convaincra les prolétaires de tous les pays de la nécessité de l'instauration du communisme. Pour cette même date, l'Allemagne et l'Union soviétique prolongent le traité de paix signé en 1926. Et également, Göring devient ministre du tout nouveau ministère de l'air. Donc là également un changement dans la composition de l'armée allemande. À l'origine, l'armée de l'air allemande appartenait à l'armée de terre. Et là, avec ce tout nouveau ministère, l'armée de l'air sera indépendante de l'armée de terre. Le 8 mai 1933, la Société allemande des gens de lettres devient une simple organisation professionnelle, sous le contrôle des sympathisants nazis. Tous ses membres suspects à l'égard du régime nazi sont radiés. Le 10 mai, plusieurs villes universitaires d'Allemagne sont le théâtre d'une véritable nuit d'autodafé. 20 000 livres de littérature nuisible et prohibés sont brûlés en place publique. Pour information, quelques jours auparavant, il y avait eu la publication d'une liste noire d'auteurs et d'écrits à proscrire. Donc les auteurs, il y aura par exemple Marx Kautsky, Heinrich Mann, Ernst Gleiser, Erich Kästner, Friedrich Wilhelm Forster, Sigmund Freud, Emil Ludwig, Werner Eggemann, Theodor Wolff, Georges Bernard, Erich Maria, Alfred Kier, Tucholsky, etc. Donc en gros, pour le système nazi, des livres contre les classes et le matérialisme, contre la dépravation morale
et la décadence, pour la moralité et les bonnes mœurs de la famille, des idéologies et de la trahison politique, pour des falsifications de l'histoire et la profanation des grandes figures allemandes, des livres contre la Grande Guerre et le soldat allemand, et ensuite toutes des personnes ou des livres ayant pour origine leur religion hébraïque. Pour cette même date, création du Front allemand du travail ou des travailleurs, comme dit précédemment, qui remplace les syndicats. Donc cette organisation fixe le règlement des entreprises, les salaires, la durée du travail et également le bien-être des ouvriers, etc. Il y a également la création de la Ligue allemande du Reich pour les activités physiques sous la direction de Hans von Tschammer, qui obtiendra en juillet le titre de Reichssportführer. Donc prise de contrôle de tous les clubs et associations pour en former qu'un seul. Donc comme dit précédemment, les nazis trouvent ça grotesque qu'il y a plusieurs clubs, par exemple de tir, de foot ou de sport en général, et ils rassemblent tout ça en un seul club. Cela aussi est fait pour éviter une différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde fera du sport dans le même club. Le 12 mai, l'ingénieur agronome et théoricien Walter Darré prend le contrôle des chambres d'agriculture. Le 14 mai, mise en place dans les écoles d'un cours obligatoire de formation politique. Les historiens diront que c'est pour endoctriner la jeunesse, mais pour le NSDAP, cela signifie que l'école, par l'éducation qu'elle donne, doit conduire les élèves à prendre leur place comme membres de la communauté raciale populaire, afin que la volonté politique homogène trouve un avenir solide et durable. Le 16 mai, suppression du droit de grève en Allemagne. Encore une fois, les patrons sont contents, mais vous l'avez compris, les patrons ne pourront pas abuser parce que les nazis contrôlent tout. Le 17 mai, au Reichstag, Hitler prononce un discours de paix. Il se déclare prêt à désarmer à condition que les autres nations en fassent autant. Là, c'est une stratégie d'Hitler pour son réarmement parce que, comme dit précédemment, le traité de Versailles ne concerne pas seulement l'Allemagne, mais normalement, toutes les nations doivent se désarmer et garder juste une petite armée de défense. L'Allemagne a été obligée de respecter ces termes, mais les autres nations n'en font qu'à leur tête. Donc Hitler, en essayant justement d'approuver le traité de Versailles, en mettant tout le monde sur la même ligne, il va se rendre compte que les autres nations, comme vous pouvez vous en douter, ne respectent pas le traité de Versailles. Donc pourquoi l'Allemagne devrait respecter ces conditions si personne ne les respecte? Donc Hitler, en disant qu'il est prêt à se désarmer si les autres nations se désarment, il sait très bien qu'ils ne vont pas le faire et qu'il va pouvoir outrepasser le traité de Versailles petit à petit. Le 19 mai 1933, l'Allemagne est divisée en 14 régions économiques. Il y aura à leur tête un administrateur du travail qui dépend du ministère du Travail et qui doivent contrôler les salaires, les revenus des salariés et la gestion des entreprises. Donc tout cela également pour bloquer les salaires pour éviter la lutte des classes, éliminer tous les profits unilatéraux et empêcher les licenciements dits économiques. Donc en gros, ces personnes sont là pour préserver la paix sociale. Le 20 mai, le chancelier autrichien Dollfuss fonde un front patriotique contre le national-socialisme, regroupant tous les partis, sauf le parti communiste, qu'il fait dissoudre quelques jours plus tard. Le 22 mai, le Parti social-démocrate allemand est interdit. Ses biens sont confisqués. Les membres du parti sont interdits d'emploi dans la fonction publique. Le 30 mai,
dissolution du Parti communiste allemand, donc déjà interdit, et là il est complètement dissous. Pour information, les communistes feront des rassemblements secrets, il y aura toujours un parti caché, mais les SA et les SS vont l'infiltrer au point que les chefs du Parti communiste secret seront des nazis et ils pourront faire prendre la direction qu'ils veulent aux membres du parti. Donc on pourrait dire que le Parti communiste sera complètement détruit et par la suite inexistant. Le 30 mai également, la Société des Nations condamne la politique anti-juive du gouvernement allemand. Et pour ce fin mai 1933, le parti du NSDAP passe de 850 000 membres à 2,5 millions d'adhérents. Hitler s'en inquiète, il voit là l'arrivée des opportunistes. Pour ce mois de mai, Goebbels parle très peu, il ne parle que de 4 jours quasiment. Il parlera évidemment du 1er mai, que c'était le grand jour grandiose, qu'il y avait des millions de personnes, que Hindenburg lui était très aimable. Il dira que Hitler est parfaitement heureux et qu'il est content parce que les ouvriers commencent à s'accrocher au NSDAP. Il dira, mi-mai, qu'il a bataillé pour obtenir la propagande à l'étranger et que son journal d'Angriff se porte très bien. Il parlera également par la suite des bûchers, des livres brûlés. Il dira, puis tard dans la soirée, discours place de l'Opéra, devant le bûcher des livres orduriers et malsains allumés par les étudiants. Je suis en excellente forme. Attroupement gigantesque. Et Goebbels nous dira que fin mai, avec Hitler, Papen et Blumberg et Ryder, ils vont visiter des casernes de la marine et également des bateaux et des exercices de la marine. Il dira que Hitler passe en revue les troupes et qu'il se prononce très fortement en faveur de la marine. Donc Goebbels est aux anges, il dit que les officiers sont fabuleux, qu'il y a des détonations assourdissantes, qu'il y a des tirs de mitrailleuses en action, que des avions tournent dans le ciel. À un moment, il se retrouve sur un torpilleur et le torpilleur lâche une torpille qu'il mange à bord du bateau et l'exercice se poursuit jusque dans la nuit. Donc il y a des projecteurs allumés, encore une fois des lancements de torpilles, des tirs en tout genre et il passera la nuit sur un bateau, sur un cuirassé. Le lendemain, il dira qu'il y a encore des exercices et là c'est des tirs de DCA et qu'il visite le Deutschland, il dira une merveille de la technique allemande. Les moteurs font un bruit de tonnerre. Goebbels dira également qu'il est très surpris par la marine parce qu'ils sont tous corrects et bien élevés. Donc à mon avis, il a l'habitude avec les SA que ça soit un peu le bordel et que les mecs sont un peu crus. Là d'un coup, il se trouve face à des officiers distingués, à une marine propre et réglementaire. Donc ça doit lui faire de l'effet. Et il dira que Hitler est ravi de sa rencontre avec la marine. Par la suite, il parle qu'ils ont décidé d'instaurer le visa d'entrée pour les Autrichiens à 1000 marks. Et il précise, cela va précipiter la chute de Dollfuss, c'est fait pour ça, cela fera passer leur caprice à ces messieurs de Vienne. Donc comme vu dans la vidéo, Dollfuss essaye de rassembler les partis politiques contre le national-socialisme. Goebbels nous dira également qu'il a été visiter le salon de l'agriculture, qu'il a admiré une vache extraordinaire qui donne 13 000 litres de lait par an. Goebbels dira « Question, qui les boit ?» Et il finira par « Ce soir, Rome, quel bonheur pour nous !» Donc Goebbels nous parle de son voyage à Rome, mais nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.